Au service du vin. C'est quand même bon l'effet que ça fait. Attends, je reviens, j'enregistre. Non, on fait silence. Jolie bouteille, sacrée bouteille. Bonjour et bienvenue sur le podcast Au service du vin. Ici, c'est Yann Diologen, rue de la Roquette. Au service du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin ? Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible ? Qu'est-ce que le bon ? Qu'est-ce que le bon moment ? Qu'est-ce que la bonne température ? Qu'est-ce que le bon cadre ? Qu'est-ce que le bon événement ? Pourquoi, tout d'un coup, ça groove et que l'atmosphère vibre, s'électrise ou s'apaise ? Voilà ce que je veux. Savoir le comment du pourquoi. Je pars donc à la rencontre de ceux qui se mettent au service du vin, comme Sébastien Cornille, vigneron à Marson, appellation Janière et Coteaux du Loir. Être délicat, avec une grande intelligence, du goût et de cœur, il nous livre une partie sensible de sa vision du métier de vigneron. Sébastien nous reçoit en pleine vendange au domaine. Nous, car nous sommes en équipe, le caviste, le sourire au pied de l'échelle, et le resto zinc des marcheurs de planète. La journée a été intense pour Sébastien, le raisin qui est rentré dans les cuves est super, le moral est donc bon. Et déjà, nous pouvons percevoir des équilibres acidité-sucre très prometteurs. Nous avons parlé de précision des jus, d'acide vibrant et autres tartriques, maliques, citriques, de l'oubli de la théorie des savoir-faire, sans la technique, de ressenti, de viticulture, d'intervention du vigneron et d'ego, d'interprétation du millésime. Une discussion prenante, drôle et apaisée qui donne envie d'aller plus loin. À boire avec les oreilles. Si vous voulez communiquer avec moi, parfois je réponds et pour me trouver... Insta, @Yann Diolo, Y-A-2-N, D-I-O-L-O. Let's talk with Sébastien Cornille. Écoute. Ah, c'est génial. C'est pas la pluie, hein, c'est juste le bruit. Le bruit du balai. Donc, les gars ils viennent de rincer le nouveau pressoir, le nouveau jouet de toute la future semaine de Sébastien. Jouer, oui, un gros jouet. Hein. Gros jouet, non ? Un gros jouet. Ça fait longtemps que tu l'attends, celui-là ? Ah ouais, ça doit faire 5 ans que j'attendais la nouvelle bécane. Et qu'est-ce que ça fait sur une vendange, un pressoir ? Bah c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même la finalité du truc, quoi. Et ça fait qu'on va aller chercher la précision des jus. Ça fait qu'on va aller chercher, aller encore plus précisément dans les acides, dans les arômes, éviter d'extraire trop d'amer et aller extraire la quintessence du boulot d'avant, quoi. Alors le boulot d'avant, la viticulture, bien sûr. C'est-à-dire tes raisins. Toi tu fais du chenin, du pinot de Nice. Et pas que, du gamay et du cabernet aussi à moindre échelle, mais avant tout le roi chenin et la reine pinot de Nice, ou l'inverse d'ailleurs. Yes. Et ouais, effectivement, c'est plutôt ça la majorité. Et chenin bien sûr. Et sur les terroirs qu'on a, il faut, si on veut gagner en qualité, il faut améliorer la partie pressurage, d'où cet investissement important. Et je t'ai entendu dire tout à l'heure, ouais, je suis au service du raisin. Bon, ça me fait trop rire parce que je sais pas dans quelle conversation tu étais, mais je passe à côté de toi, tu dis je suis au service du raisin. Ça veut dire quoi être au service du raisin ? C'est-à-dire que tout ce que vous avez vu là aujourd'hui, c'est juste la petite cerise sur le gâteau, mais 90% du boulot, il s'est fait d'abord dans la vigne. D'accord. Et en fait, il faut se mettre, il faut essayer de comprendre la plante, comprendre ce qu'elle veut, comprendre ce que le climat demande, comprendre ce que le millésime demande, comprendre la texture du raisin, et ensuite derrière on va finaliser avec le pressurage, avec la macération. Mais le plus gros du boulot il a eu avant, et c'est en fait on met en avant tout ce que la nature elle a donné, et nous on essaie de comprendre ce qu'elle a voulu nous dire. Ça c'est pour le millésime, mais j'ai quand même l'impression que c'est un gros travail de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arrête-moi, millésime pour avoir un matériel végétal comme tu l'aimes ou comme tu l'as souhaité. Ouais, complètement, ouais, parce que toi, quand je dis que tu te mets au service de la vigne, c'est-à-dire que tu l'accompagnes doucement pour la rendre la plus autonome possible. En fait, l'idée finale d'un vigneron, c'est que la vigne, elle soit la plus autonome possible et qu'on ait le moins besoin d'intervenir. De tous les vignerons ? Non, pas de tous. Normalement, d'un vrai vigneron. Parce que là, d'un vrai vigneron, donc en fait, pour toi, voilà, un vigneron, c'est d'abord de la viticulture.
Avant tout, c'est de la viticulture, bien sûr. Donc, si je comprends bien, un matériel vivant, des plantes fortes qui vont donner des raisins avec un caractère, du goût. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et juste l'expression de la terre, l'expression du climat, l'expression du cépage. Et nous, on se met au service de tout ça, quoi. Tout Très bien, c'est super. Alors, le chenin, l'expression du chenin ici, à Janières ou en Coteaux-du-Loir, ce serait quoi? Alors, c'est quelque chose de très tendu, avec une grosse, ce qu'on appelle une minéralité, quoi, un côté vibrant des acides. Ça, pour moi, c'est la caractéristique de Janières. Cette acidité qui est toujours là, super tendue, super présente, qui ne lâche pas de bout en bout, c'est comme sur un fil, c'est pur, c'est net, c'est cristallin. Ça, c'est la marque de fabrique de Janières. Après, derrière, on va y ramener un petit peu d'aromatique, mais une aromatique qui est plutôt sur la fleur blanche, qui est plutôt sur le fruit blanc, mais pas trop mûr. On va pas avoir des textures très importantes. On va pas avoir beaucoup de gras. On va être plutôt sur quelque chose de linéaire, droit, tendu et vif, quoi. Ça, c'est la marque de fabrique, quoi. Avec ce petit côté fleur, un petit peu côté fruit. Tu m'as parlé déjà 2 fois d'acidité. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pour qu'on puisse comprendre l'acidité, comment elle se mesure? Parce que j'ai entendu que parfois c'était en grammes, parfois c'était en pH. Qu'est-ce que c'est que l'acidité? Je suis pas, en fait, je suis sensible à l'acidité par le goût, par ce qu'il y a dans la bouche. On le voit au résultat de tes vins, la tension, les acides vibrants, c'est vraiment comme ça qu'on décrit tes vins à la cave. Complètement. Après, oui, effectivement, on peut l'analyser, quoi. Il y a des paramètres techniques pour l'analyser. Ça permet d'avoir des repères et de confirmer si ce qu'on a en bouche. Enfin, pour moi, ce qui est en bouche, c'est d'abord la priorité. Et ensuite, on confronte une analyse s'il faut. Mais l'analyse, elle doit pas être obligatoire pour décider de la maturité de son raisin ou le moment où on récolte. Certains vont aller d'abord regarder ces paramètres techniques et ensuite décider s'ils vont vendanger ou non. Moi, pour l'instant, je fais aucune acidité sur mes vins. Avant tout, ce que je veux, c'est le goût, l'équilibre de goût sur les acides, sur les amers. Et ensuite, je vais essayer de le retranscrire dans le vin en le piégeant, en ramassant au moment où je pense que c'est le plus opportun pour conserver ça, quoi, en fait. Et après, derrière, on l'accompagne dans la vinif. Donc, y mettre des chiffres, oui, on peut toujours y mettre des chiffres, effectivement, en grammes par litre, en pH. Ça permet d'avoir des indicateurs pour voir la stabilité du vin, pour voir comment il va se comporter dans le temps, pour voir comment il va s'oxyder ou non. Ça, c'est important. À un moment donné, il faut le voir. Mais au début, c'est pas le plus important. Alors, tout ce qui compte, c'est l'équilibre qu'on a gustatif, quoi. Aujourd'hui, tu nous as fait goûter plein de jus de raisin. Des jus d'anis, des jus de chenin. Oui, on avait... Pas des jus de chaussettes, hein, des jus de chenin. Et on avait déjà ces équilibres-là. Tu cherches ces marqueurs-là. Je cherche, ouais, complètement. Je pourrais, là, par exemple, une année comme ça, bon, il n'y a pas beaucoup de volume. Donc, il faut qu'on joue aussi les notions de volume. Il ne faut pas trop perdre en jus, parce qu'on en a déjà pas beaucoup, parce qu'il a gelé. Mais on pourrait très bien se dire, on va chercher les maturités encore plus optimum pour aller vers des demi-secs, vers des moelleux. Pourquoi pas, je veux dire. Moi, ce que je veux, c'est vraiment garder ce traceur, là, effectivement. Dans tout ce qui fait la marque de fabrique de mes vins, c'est ce côté, effectivement, cristallin tendu, quoi. Et ça, je veux qu'on le retrouve dans tous mes jus. Mais ceci dit, il faut aller chercher quand même la maturité. Donc cette année, par exemple, c'est une année un peu compliquée, parce qu'il y a beaucoup d'alcool. Et que si on voulait aller chercher la maturité totale avec la maturité des tanins, il faudrait peut-être aller encore plus loin. Dans le temps. Mais ça veut dire qu'on perdrait en jus encore, qu'on concentrerait encore plus, qu'on aura encore plus d'alcool. Et déjà que là, on est sur des onis à 14,5 d'alcool, tout ce qui est rentré, même les gamay. Incroyablement haut. Alors que normalement, moi j'ai connu ici des onis à 2013 à 10 degrés et demi, quoi. Et donc, jusqu'à où on pousse la maturité? Est-ce qu'on va chercher la maturité totale phénolique, donc des tanins? Ou est-ce qu'on se dit on essaie de trouver le compromis pour avoir gardé la fraîcheur, quoi. Donc c'est ce que je cherche à faire, concernant un peu cette acidité. Et en parlant de ressenti et d'acidité, est-ce que tu pourrais nous expliquer par exemple le ressenti de l'acidité avec beaucoup d'alcool? Comment ça se modifie dans la bouche? Comment on pourrait expliquer ça? Je sais pas. Tu sais pas? Et par exemple, comment on pourrait expliquer le ressenti de l'acidité avec plus de sucre? Alors, le sucre va enrober l'acidité. Ouais. Ce qui fait que ici, par exemple, on a aussi un terroir. Moi, je le cherche pas trop, mais ça, je peux le faire sur certains millésimes. On peut aller sur des équilibres de demi-sec, c'est-à-dire que techniquement parlant, c'est des vins qui sont vachement sucrés, à 10, 12, 15 grammes de sucre. Et malgré tout, on a vachement de fraîcheur parce que l'acidité, elle vient contrebalancer le sucre. L'acidité, elle vient masquer le sucre, ou le sucre vient masquer l'acidité, ça dépend de quel côté on voit. Mais il y a cette espèce d'enrobé du sucre qui vient masquer l'acidité et qui vient la rendre plus aimable, en fait, tout simplement. Alors que si on va chercher à aller vers le sec, totalement sec, ben on va avoir des vins qui vont avoir cette énergie qu'il y a dans mes vins,
mais qui vont les bâtir pour la durée, mais qui peuvent être un peu austères quand ils sont jeunes, parce qu'ils sont super vifs, quoi. C'est un peu citronné, quoi. Mais c'est ce qui fait la marque de garde du Janière. Acide citrique. Acide citrique, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, tout à l'heure, tu as parlé d'acide tartrique. C'est quoi les acides tartriques? Alors l'acide, c'est l'acide le plus important du vin, mais c'est celui aussi qui va disparaître le plus vite en fermentation. C'est-à-dire que par effet, alors là je sais pas quoi dans le vin, ça va cristalliser, ça va faire des cristaux de tartre et l'acidité va chuter finalement. Donc cet acide-là, on peut le perdre en cours de fermentation. Alors que l'acide malique, l'acide malique, c'est celui qui, sur les rouges d'ailleurs, on fait la fermentation malolactique, transformation d'acide malique en acide lactique, qui est obligatoire pour un rouge parce qu'elle se fera obligatoirement un jour, cette fermentation, alors que sur les blancs, elle n'est pas obligatoire, elle ne se fait pas toujours. Donc si on conserve beaucoup de malique, on aura le côté vachement plus, des acides qui vont être plus percutants, quoi, qui vont être plus accrocheurs au niveau de la bouche et qui vont pas disparaître parce que la malo, elle se fait pas toujours. Alors que le tartrique peut disparaître. Je me rends compte qu'on s'embarque dans une conversation très œnologique. À quel point tu te passes de l'œnologie? Parce que tu fais beaucoup de choses au feeling et t'as l'impression, là je ressens, je me dis tiens, c'est vrai que ces questions-là sont très techniques finalement. Il faut la technique. Il ne faut pas que la technique prenne le pas sur le... Alors à quel point tu l'as apprise et à quel point tu l'oublies? J'espère l'oublier le plus possible. T'as fait beaucoup de gammes? Parce qu'on est vigneron qu'une fois qu'un an. Par an, tu vois, tu cuisines. Enfin, si le vigneron est un cuisinier, c'est ce que j'aime bien croire, parce que tu as une matière et puis tu la transformes, et puis tu vas changer de gamelle, et puis tu vas faire des réductions, puis tu as des gestes. Donc la cuisine, elle s'apprend. Mais à quel point tu te sers de l'œnologie, ou à quel point tu ne t'en sers pas? J'essaie de moins en moins m'en servir avec l'expérience. Au début, on est obligé de s'appuyer sur une technique, parce qu'on est obligé de comprendre ce qui se passe. Et au bout d'un moment, on laisse juste les choses faire, à condition de lui donner la bonne direction. C'est-à-dire que là, les étapes là, en ce moment, c'est les plus importantes. Le pressurage sur les blancs, le débourbage, et puis après, on laisse faire. On fait plus d'œnologie, parce qu'on peut intervenir à tous les niveaux et changer tout ce qu'on veut. Et ça m'intéresse pas, en fait. Donc, j'essaie effectivement de travailler plus au feeling, sur les rouges notamment, encore plus que sur les blancs. Quand on a une cuve qui part en sucette, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un vigneron comme toi? Quels sont les gestes en blanc, là, par exemple? Tu dis on laisse faire. Alors, quelles sont les dérives possibles? Par où le blanc peut s'embarquer? Et qu'est-ce que tu peux faire comme geste à quel moment? Alors effectivement, tu dis bien des vignerons comme moi, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire. Non, parce que sinon, voilà. Bien sûr. Sur des blancs, finalement, il n'y a pas trop de risques. Vu les niveaux d'acidité qu'on a, vu les profils de vin, il peut y avoir un arrêt de fermentation. Ça, c'est le risque numéro 1. Arrêt de fermentation. Ouais, il peut y avoir, si on a mal trié, un peu d'acétique qui se développe ou de volatile qui se développe. Donc là, on n'a pas énormément de moyens, en cours de fermentation en tout cas, juste prier que ça aille pas trop loin. Mais les interventions sont limites. On s'accorde un petit peu de soufre quand même au départ pour s'affranchir de certaines bactéries qui peuvent justement mal intervenir au moment de la fermentation. Donc en mettant une petite dose de soufre, ça permet de s'affranchir de ce risque-là. Donc je me l'autorise. D'accord. Après derrière, non, il n'y a pas vraiment d'intervention, si ce n'est le soutirer si jamais on voit que ça part du mauvais côté. Prendre, ce qui m'arrive des fois, si je vois que je ne suis pas trop sûr de mon ferment, je prends le ferment dans une autre barrique ou une autre cuve de blanc et je rebalance dedans du jus, de manière à ce que les levures qui me semblent bonnes ou la cuve qui se passe bien ensemence la cuve qui se passe mal. Enfin, c'est le seul moyen d'intervention qu'on a, c'est prendre du bien pour aller vers le moins bien, mais pas prendre un produit pour changer le profil, quoi. On a eu beaucoup de chance parce que ce matin, quand nous sommes arrivés, il n'y avait rien, il ne se passait rien, on attendait presque. Et tu as pu nous expliquer, nous faire voir tes pieds de cuve. Donc c'est chouette, des pieds de cuve d'Onis, le pied de cuve 1, le pied de cuve 2. Et on a pu sentir que ça sentait déjà bon, que c'était propre comme un bon gâteau au raisin qui était en train de cuire. Et là, on peut bien comprendre que c'est ça qui va venir ensemencer et contaminer tout le reste, enfin contaminer non, nourrir tout le reste de la cuve. En fait, j'ai eu l'expérience de 2018, millésime super mûr, super qualité de raisin, alors qu'on a eu des fois des millésimes plus difficiles avec une qualité, un petit peu de pourriture, des maturités inférieures, et les fermentations se passaient plutôt bien. Donc là, millésime super mûr, moi, avec pas de recul sur des millésimes comme ça, très mûrs, très sucrés, avec beaucoup de quantité, des raisins parfaits, des conditions de récolte parfaites, je me suis dit bon,
C'est pas de problème. Tout droit. Ça va fermenter tout seul. Et finalement, c'est ce millésime-là où justement la nature a dit maintenant c'est trop facile, quoi. Il va falloir que tu sois attentif. Et je l'ai pas été au début. Et finalement, j'ai eu des soucis. J'ai commencé à avoir des soucis de fermentation, avec des bactéries qui se développaient alors qu'elles ne devaient pas, des levures qui fermentaient pas comme elles devaient. Et j'étais obligé de faire un pied de cuve au pied levé, quoi. C'est le cas de le dire. Donc j'ai pris du raisin qui fermentait bien, je l'ai vite chauffé, boosté un peu, en lui disant allez vas-y tu te dépêches pour faire fermenter le reste. J'ai réussi à sauver les cuves. Donc ça a été propre, mais c'était limite, quoi. Il y a certains vignerons où ça a basculé du mauvais côté avec de la volatile, des vins pas stables. Je me souviens et d'ailleurs. cette année, justement, je me suis dit bon, je me suis fait avoir l'année dernière. Cette année, tu fais pas ça. Donc j'ai effectivement récolté des raisins avant. J'ai bien sélectionné mes raisins, j'ai bien fait chauffer pour que ça parte bien en fermentation. Que j'ai un levain super actif. Et là, ça me permet d'avoir des fermentations. J'ai jamais eu des fermentations qui sont aussi aromatiques au départ et qui vont aussi bien et aussi vite. Donc ça veut dire que les ferments sont à fond et que vu que la qualité était là, tout est fait pour bien se passer, quoi. Donc j'ai assuré le coup avant, quoi, en fait. L'expérience de l'année dernière m'a montré qu'il fallait se méfier des choses trop faciles. Que finalement les millésimes qui semblent faciles sont des fois les plus difficiles en vinif. Ils sont faciles à la vigne, ils sont difficiles à la cave. Ça me rappelle encore ce coup du cuisinier qui rattrape sa mayonnaise, quoi. Il y en a qui savent faire ça, il y en a qui, avec une goutte d'eau pauvre, peuvent refaire partir la cuisine. Toi, tu as ce talent-là, quoi, de faire basculer les cuves du bon côté. Bah, j'essaye en tout cas, mais en y mettant juste... moi, je considère que faire du bon vin, c'est y mettre son cœur, y mettre de l'amour, y mettre beaucoup de soi. Super. Ce que je dis souvent aux vendangeurs, c'est avant tout, c'est l'humain qui domine. Enfin, qui domine. C'est l'humain qui est au service de la plante et l'humain qui ramène son énergie dans le vin et qui accompagne le raisin dans le bon sens, quoi. Mais juste en lui apportant juste de l'attention, quoi, tout simplement. C'est très joli ce que tu viens de dire. Mais qu'est-ce que c'est que le vin idéal pour toi ? Qu'est-ce que c'est que le bon, au fait ? Le bon, c'est quoi ? Non, mais c'est vrai. Pour toi, je veux dire, parce que tu fais des vins avec intensité, fruits, équilibre. Tu nous parles de minéralité. Mais plus largement, un bon vin pour toi, c'est quoi ? Alors j'aime pas des vins qui soient trop barrés du côté là je vais parler technique, mais avec ce côté un petit peu volatile, côté pas franc au niveau des arômes. J'aime bien des vins qui soient quand même qui aient une belle aromatique, quoi, une aromatique fine, précise, et un équilibre basé effectivement sur l'acide et l'amer, quoi. Ça pour moi c'est un bon vin. Qu'il ait cet équilibre entre l'acide, l'amer et l'aromatique, mais qu'il n'y ait pas une dominance. Faut qu'on retrouve les trois, quoi. Ouais, super. Voilà. Donc une lecture nette, en fait, de ces trois éléments-là. C'est ça. Et je veux garder cette fraîcheur dans les vins, quoi. Je veux qu'on ait et j'appelle ça de l'énergie, en tout cas une dynamique de l'acidité, des choses vibrantes, quoi. Pour moi c'est ça un vrai vin. Qu'est-ce qui te motive à faire quelque chose qui te titille un peu quand tu le mets dans la bouche, ça te réveille. Ça te réveille, quoi. Ça pour moi c'est ça ma quête, quoi. Ta quête justement, mais comment t'es née cette passion là, pour le vin et cette Un jour. Un jour. Non, c'est vrai. Tu t'acharnes. Je te vois de millésime en millésime. Chaque millésime, c'est différent. Tu vois. Je sens parfois te côtoyer des doutes, et des questions. Je me souviens très bien de ta cuve qui calait pas en 2018 et t'étais on buvait un coup je sais plus où et t'es pensé à cette cuve, quoi. T'étais pas dans la conversation d'ailleurs. Non, c'est vrai. D'ailleurs maintenant que tu me le dis, je me rappelle. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce qui te pousse comme ça? Comment est née cette passion? C'est une question. Mais comment surtout tu te remets en cause? Comment tu remets le labeur tu te remets au travail? Qu'est-ce qui te motive? J'ai toujours été très proche de la nature. Je suis pas un citadin, moi je suis un campagnard, un vrai. et donc Sancerre, c'est ça? Ouais, pourtant Sancerre, c'est pas les vrais vignerons, enfin c'est des vignerons particuliers, quoi. On va dire ça comme ça. Je sais pas quel terme utiliser. C'est vrai qu'on est à Marson ici. Ça a l'air d'être éloigné de tout. Ouais, c'est ça. Choisis un bel endroit quand même. Ouais. Non, je suis très proche de la nature et les fruits ou la plante m'a toujours intéressé. Voilà. Et faire pousser une pomme pour avoir une bonne pomme, ça m'intéressait pas. Voilà. Faire des céréales encore moins. La vigne, ça m'a toujours intéressé, et le vin en particulier. Et je trouve que c'est tellement un métier diversifié, et c'est tellement un métier où on doit mettre beaucoup de soi dedans. Un peu comme la cuisine quand même. Finalement, on met de soi, on met sa passion, on met son énergie, on met son amour dans le plat.
bien sûr, font des bons produits. Donc ça, c'est mon premier boulot. Mon deuxième boulot, c'est de essayer d'harmoniser tout ça, ce bon boulot que j'ai fait avant, qu'on a fait avant, et ben essayer de le magnifier par une vinification. C'est comme la cuisine avec des bons produits. Donc c'est comme, je te retournerai la question. Comment peux-tu continuer dans la cuisine et qu'est-ce qui te motive à continuer? C'est un peu le même principe, si tu veux. C'est parce que c'est une envie de faire plaisir aux autres. C'est surtout ça pour moi. Ouais. En tout cas, moi, ce qui m'anime, si tu me retournes la question, c'est ça. Quand je vois les yeux briller des clients, ça. Ou même, tu vois, là, on est en présence de l'équipe. Parfois, on a des choses ensemble, on se goûte, on se dit, ouais, c'est ça. On a des enthousiasmes, on y va, quoi. Complètement. Donc, Et ce qui est super, c'est que c'est une partie. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que je donne tout ce que je peux donner de moi. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me motive à continuer. Je donne, et après, je sais que si je donne tout ça, ça se retrouve dans le vin et que je vais faire des heureux derrière. Et ça, pour moi, c'est ça ça que j'ai envie de continuer. Trop cool. Même malgré des fois les difficultés qu'on peut avoir avec les clients, on va pas rentrer là-dedans, mais avec tous les soucis de climat, d'économie, et ça pourrit. Ça pourrit parce que c'est ça des fois qui coupe un peu la motivation. C'est l'argent et les aléas climatiques, quoi. Ou les deux réunis, quoi. Et parce que sinon, par contre, la foi, la passion, dès qu'il y a du raisin qui arrive. C'est pour ça que je suis pas toujours disponible. Comme cet après-midi, j'étais dans mon monde. C'est génial de te voir. Ça fait 1 heure qu'on te regarde courir sur ton pressoir, prendre des trucs, des outils, aller dans la cave, revenir, distiller 2-3 trucs, ordre à tes collaborateurs. Enfin, c'est extra de voir cette petite fourmilière et cette concentration aussi que tu mets dans tes vins. Concentration mentale. C'est-à-dire que tu es avec ton vin en devenir. Et c'est extra. Parce que c'est hyper compliqué pour nous, enfin en tout cas pour moi, de goûter des raisins juste sortis pressés et d'imaginer. Alors je connais tes vins heureusement, donc j'arrive à faire des projections, mais c'est quand même pas si facile. Je suis vigneron, j'ai 25 ans, 30 ans. Qu'est-ce que tu pourrais... je sais que tu aides pas mal de jeunes. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui voudrait faire un conseil pour quelqu'un qui voudrait débuter dans le métier? Ce que je viens de dire tout à l'heure, il faut... Bonne chance. On est toujours dominé par son ego, je pense, quand on est jeune. Ouais. Et il faut tempérer son ego. Et il faut comprendre qu'on n'expliquera pas toujours tout, qu'on aura beau avoir la science et la technique, mais que c'est pas ça qui fait le vin. Et que le petit plus, c'est ce qui fait la différence dans le vin, c'est tout sauf la technique et tout sauf son ego. Et c'est avant tout justement se mettre au service et comprendre et se laisser porter par le truc. Et je pense que c'est valable dans tout métier. Et quand on atteint ça, c'est là où la différence elle est. Tu bois tes paroles. Et justement, j'ai un jeune là qui bosse pour moi et son premier millésime. Et ce qui était intéressant, c'est que je l'ai fait goûter à mon embouteilleur. Un jour, on mettait en bouteille, il voulait qu'on goûte son vin. Bon, il n'était pas là, et on a goûté, et on en arrivait à la même analyse en disant, il cherche trop à dominer le produit. C'est lui, c'est pas le vin. Il domine le vin. Et en fait, c'est ça, c'est que tu dois l'accompagner, le vin, mais sans le dominer, et décider où il doit aller. Et y mettre trop de trucs, soit de tanin, soit de démonstration, quoi. En fait, faut pas qu'un vin soit dans la démonstration. Tu vois, quand on est arrivé tout à l'heure, tu disais ça. Ce que je comprends du millésime, donc ça veut dire que tu t'es déjà fait une image du millésime ou un ressenti du millésime, est-ce que tu as goûté, quand tu as été dans tes champs, et tu vas finalement l'interpréter. C'est là la forme un peu artistique du vigneron. Bien sûr. Sans ça, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté. Mais c'est magique, ça veut dire que voilà, il y a une sorte de c'est comme le poète qui reçoit des mots ou le peintre qui va s'en aller dans des couleurs ou des formes. Ouais, c'est extraordinaire. Il faut des fois on me demande est-ce que je peux venir avec toi dans la vigne par exemple. Il y a des moments où je dis non. Il faut que je me retrouve tout seul face à ma plante, me balader. Je m'arrête quand j'ai envie de m'arrêter. Je prends un grain, je goûte, je réfléchis, je me dis, et puis je presse entre mes dents. Je fais, ouais, ok, donc la presser, il va falloir la faire comme ça. Ah tiens, les tanins, ils sont comme si. Enfin, c'est ça la vérité du truc. Et on comprend ce qu'il faut faire. Et ça, c'est pas de la technique, c'est juste du ressenti. Puis on se laisse porter par le truc, quoi. Et quand il n'y a pas ça, c'est là où ça devient chiant. C'est-à-dire que s'il faut rentrer dans le côté technique, en fait, il faut laisser. Il faut apprendre à se faire confiance et il faut apprendre à faire confiance au produit. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que des fois, on veut toujours intervenir. Et c'est valable dans tout. Je pense que toi, en cuisine, c'est pareil. Des fois, on se dit, merde, ça a peut-être du mauvais côté. Et puis, on va. Alors que c'est peut-être une phase qui passe
Et finalement, elle doit passer par là, cette phase. Et des fois, on veut intervenir. Là, la technique n'est pas bonne. Donc, il faut se laisser porter par le truc. Merci Sébastien. Il y a avec nous, c'est vrai que tu t'adresses à Jules qui est en cuisine. Il y a Rachel, il y a Arnaud, il y a Didier. Si jamais vous aviez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me faire signe. Nous poserons la question. Mais quand on me dit c'est quoi de faire, pourquoi vous faites du vin comme ça, ou quand il y a des clients qui me demandent, je dis non, en fait c'est facile, je fais rien. Enfin, quand je dis je fais rien, c'est-à-dire si je fais beaucoup, mais c'est juste comprendre le. Après, il y a des jeunes qui rentrent dans le métier de vigneron et qui se disent je vais rien glander et je vais faire du pinard, ça va être cool. En fait, non. Non, mais justement, moi, j'essaie de, même si j'ai un côté technique, mais je trouve que la technique, je la mets de plus en plus de côté. Et ce qui m'embête le plus dans le métier, notamment au niveau de la vigne, c'est qu'il y a une évolution du climat, on veut tout chercher à comprendre. On se pose mille questions. Ah oui, mais si je devrais peut-être développer un enherbement comme ci, parce que ça va m'amener tel type d'azote, ça va m'amener tel type de truc, et je me rends compte que, mais dans le vin, c'est pareil, et je me rends compte que là où je réussis le mieux les choses, c'est quand je laisse un peu faire les choses au niveau de la vigne et que j'essaye pas d'expliquer pourquoi je le fais. Parce que finalement, quand j'essaie d'expliquer pourquoi je fais, c'est en général là où je fais mal. Et si je me dis, non, si tu fais ça, je sens qu'il faut le faire, je le fais, là ça marche bien. Et je pense que tout ce qui est métier de transformation, c'est ça en fait. En fait, on sent le truc et on y va, quoi. Et en fait, c'est dans l'instinctif où on fait les bonnes choses. À partir d'un certain moment, ouais. Il faut avoir une base solide quand même, je pense. Soit une connaissance du produit, soit peut-être un peu de technique quand même. Ou alors il y en a qui ont ça inné aussi en eux. Ouais, inné je crois pas, je crois quand même que c'est beaucoup de travail. Je pense que c'est beaucoup de travail, de l'audace un peu, et puis de l'intelligence. Pour reprendre un mot. Mais juste pour clôturer, quand je me suis installé il y a 10 ans, quand je repense, il y a 12 ans, quand je repense, je débarquais de La Réunion, j'avais jamais conduit un tracteur, j'avais jamais eu de vigne vraiment, j'avais jamais fait de vin, j'avais juste donné des conseils de ma vie. Et je suis arrivé, je me suis dit, allez, tu fais tout de A à Z. Et alors certes, j'avais un peu la technique, mais je débarquais de La Réunion avec pas le même climat, pas le même sol, rien à voir avec ici, quoi. Et je me dis, mais t'étais fou en fait, mais tellement d'enthousiasme, j'avais tellement envie de bien faire que finalement, je l'ai fait comme ça, j'ai tout donné, je me suis mis à 100% dedans, et ça a marché dès le début, quoi. Donc, ce qui prouve que quand on y croit, qu'on y va et qu'on se laisse porter, ça marche, quoi. Carrément. Est-ce que tu penses, j'ai entendu ça avant-hier, là, je buvais un coup avec Jean-Luc, qui me dit, je pense qu'on boit les meilleurs vins qui n'aient jamais été produits dans l'histoire du vin. C'est-à-dire qu'on aurait en ce moment ces vins-là, les vins qu'on peut trouver aujourd'hui. Il dit on a de la chance. Alors, lui il boit des vins de vignerons, de style un peu comme ce que tu as décrit. Il est très branché vigneron paysan engagé qui ne mettent pas ou peu d'intrants dans leur vin. Et il aime ces vins-là et il dit que son idée, je pense que c'est d'une part la maîtrise de l'œnologie et d'autre part l'expérience de tous ces vins nous permet de boire les meilleurs vins qui n'aient jamais été faits. Bon. Je pense que c'est parce qu'il y a vraiment le développement du bio, de la biodynamie, parce que on pourrait dire nature, mais nature c'est aussi basé sur la bio et la biodynamie. Donc c'est plutôt l'évolution de la bio et de la biodynamie et de l'échange entre vignerons, que les vignerons aussi sortent de vont goûter ailleurs. Font l'effort de comprendre ce qui se fait ailleurs, se projettent un peu sur ce qui se fait ailleurs qu'autour de chez eux, qui fait qu'effectivement on a vachement amélioré les vins, au-delà de la technique. Parce qu'il y a 20 ans, on considérait que c'était la technique qui faisait que les vins s'amélioraient, parce qu'on comprenait certaines choses au niveau œnologique. Mais on se rend compte par rapport à tout ce que je viens de dire, on va pas revenir dessus, mais que c'est une chose, mais c'est pas que ça qui fait le vin. Et que c'est essayer de comprendre le potentiel énorme qu'il y a dans le vin et qui a fait que ça a nettement évolué et qu'effectivement on a des vins maintenant qui sont vachement plus précis et de qualité. Super, je te remercie. Avant de finir, j'aimerais bien te poser quelques questions un peu plus personnelles. Oh putain. Alors, quelle est la taille sur la parcelle du Clos des Molières? D'accord. Alors, dis-moi, une odeur que tu aimes particulièrement? La cannelle. Ah, c'est ton côté. Réunion, il y en a à La Réunion? Peut-être. Une odeur que tu détestes?
L'œuf pourri. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Alors, et puis une dernière question personnelle, parce que je sais que tu bois du vin et je sais que tu aimes le vin, d'ailleurs tu le dis en parlant, s'ouvrir au monde, goûter les autres copains, tout ça. Ah, plus que les copains même, ce qu'on ne connaît pas. Un coup de cœur de ces derniers temps, un vigneron que tu aimerais partager ou dire, tiens, j'ai goûté un tel. Ouais, je dirais Jurançon, Jean-Marc Russotte. Jean-Marc Russotte à Jurançon. Ouais. Eh ben, on va aller filer goûter ça, je pense. Merci Seb d'avoir pris tout ce temps avec nous. De rien, avec plaisir. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, moi ça m'a fait plaisir de vous accueillir. Ouais. Moi, j'étais plus disponible ce matin quand vous êtes arrivé, un peu moins cet après-midi puisque j'étais dans mon truc et il y a tant que j'ai des petits soucis, ça va pas. Là, ça y est, la journée est terminée maintenant. Il faut voir qu'il est 20h46, ça va bien, on va aller casse-croûter un petit coup. Ouais. Salut, merci, Salut bientôt à tous. sur le podcast au service du vin. Ciao. C'est quand même bon l'effet que ça fait. Merci d'avoir écouté jusque-là, et merci à Sébastien pour son accueil, son temps, la qualité de son propos et ses vins. Merci Philippe, merci la team, Sourire et Marcheur, Aurélie et tous ceux qui soutiennent le projet. Pour nous aider, justement, nous faire connaître, un avis, une note 5 étoiles, ça compte énormément. Ça vous a plu ? Dites-le à votre monde, et parlez-en autour de vous, à vos amis, vos proches, vos collègues, les journalistes. Allez-y ! Faire ce podcast, c'est passionnant, et avoir votre soutien, ça décuple, ça met la gouache, le cœur à l'ouvrage. Et n'oublie pas, où que tu sois, en bas de chez toi, il y a forcément un caviste ou un restaurateur passionné qui saura t'entendre et se régaler, d'échanger sur le monde du vin. Allez, au plaisir de se croiser ici ou là. Salut! Attends, regarde, j'enregistre. Alors, on fait silence. Jolie bouteille, sacrée bouteille.